Jeudi 15 janvier 2026, nous sommes de retour après une pause du temps des fêtes qui a fait du bien quand même, mais on est vraiment prêt à reprendre le collier au SOS Podcast. Ben Baudouin, Yoann Lennès, et on commence l'année en force. Yoann, pour ceux qui l'ont pas vu passer sur les médias sociaux, tu as une grosse nouvelle à annoncer. Prochain combat pour toi qui est booké, là. C'est signé, exactement. C'est la meilleure manière de commencer l'année 2026 pour moi. Un vétéran de l'UFC, 9 combats, qui a affronté des gros noms, Tyron Woodley, Rory McDonald, Matt Brown, Thiago Alves. Écoute, pour moi, j'ai une opportunité en or de retourner dans la Grande Ligue. Jordan Mein, le 28 février à Unified MMA à Calgary. Je suis au sommet de ma forme. Je suis prêt à aller chercher une performance spectaculaire puis retrouver ma place dans la maison de l'UFC. On va continuer de parler de ce gros combat qui t'attend, Yoann. On va mettre la table pour 2026 également à l'UFC. Tout ça et bien plus au SOS Podcast. Bienvenue tout le monde. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. Ah oui, très heureux de vous retrouver. Merci de nous suivre encore en cette nouvelle année 2026, année importante pour l'UFC, début d'un gros nouveau contrat de télé aux États-Unis avec Paramount+. Ça va changer la donne. Fin des pay-per-view également aux États-Unis. Mais pas au Canada. On reçoit beaucoup de questions là-dessus. Au Canada, c'est le statu quo pour l'instant. Donc, encore une fois, pour les galas premium, appelons-les comme ça, UFC 324 qui s'en vient, 325, ainsi de suite. Encore une fois, carte préliminaire sur les ondes de TVA Sport et carte principale à la télé à la carte sur Indigo à 69,99. Donc, c'est dommage. Au Canada, ça continue de coûter un petit peu plus cher, mais je pense que le modèle américain va peut-être faire des petits dans les prochaines années à suivre. Donc, beaucoup d'actualités également à UFC. On va en parler un petit peu plus tard, mais Kayla Harrison, Amanda Nunes, ça n'aura pas lieu le week-end prochain comme ça devait avoir lieu. Kayla Harrison est passée sous le bistouri. On aura de ses nouvelles. Et restez jusqu'à la fin de l'émission parce que, invité surprise en toute fin de podcast, vous ne voudrez pas manquer ça. Indice, c'est une personne qui a combattu dernièrement dans un immense combat devant 15 millions de personnes. Donc, très, très bel invité qu'on a en fin d'émission. Très hâte de vous présenter ça. Mais pour l'instant, Yoann, on te retrouve. Continuons de parler de cette belle nouvelle parce que Jordan Mein, tu l'as dit, c'est ton prochain adversaire. C'est un gars connu. C'est un gars, par contre, qui ne s'est pas battu souvent dans les dernières années. 36 ans. Il était à l'UFC, tu l'as dit, en début de carrière, affronter des gros noms, comme tu en as parlé d'entrée de jeu. Dernière fois qu'on l'a vu, c'était contre Danny Mallette à Samouraï. Ça fait 1 an. Et il a fait qu'une bouchée de Danny Mallette. Donc, même si c'est un gars qu'on ne voit pas souvent, un gars qui a 36 ans, c'est un gars extrêmement dangereux, là. Jordan Mein, c'est un combattant extrêmement dangereux. C'est un gars que ça fait 20 ans qu'il est professionnel. Il s'est battu dans toutes les organisations. Strikeforce, Bellator, UFC. 33 victoires, 14 défaites, plus de 45 combats professionnels. C'est plus un gars qui se bat debout. C'est plus un gars qui aime échanger debout. Par contre, je pense que ces années l'ont magané énormément. On le sait, c'est un sport qui est très difficile, les sports de combat, physiquement. Donc, a subi beaucoup de blessures aux épaules. S'est déchiré un bicep en 2022. Donc, je sais que son corps est fatigué, son corps est magané. Moi, en ce moment, je fais affaire avec un nouveau coach de conditionnement physique, Lily Barassin, que je salue, qui m'aide énormément. Écoute, j'ai jamais été aussi solide physiquement. Puis je pense que c'était une de mes plus grosses failles. Je suis pas quelqu'un qui faisait beaucoup de conditionnement physique. Je misais beaucoup sur la course puis du bodyweight. Là, maintenant, vraiment, j'ai un conditionnement physique qui est adapté. Je manque plus d'énergie dans mes camps d'entraînement. Je manque plus d'énergie dans mes simulations de combat. Donc, je suis très excité parce que ça me prenait un combat comme ça. Ça me prenait un combat difficile. Ça me prenait un gars qui a un nom, un vétéran. Jordan Mein, c'est le client idéal pour moi. J'ai regardé beaucoup de ses combats. Puis je sens vraiment que j'ai le plan de match idéal pour pouvoir capituler sur un gars comme ça, là.
Comment c'est arrivé, cette offre-là, Jordan Mein, à Unified MMA? Là, tu t'es battu les dernières fois pour Samouraï, bien sûr, ici au Québec. Avant ça, tu étais à l'UFC, mais avant ça, tu étais du côté des États-Unis. CFFC. CFFC, exact. Cage Fury, du côté de Philadelphie. Comment c'est arrivé les premiers contacts avec Unified et le nom de Jordan Mein là, sur la table? Ben, en fait, moi, ce que je voulais à la base, c'est de me battre pour une ceinture. Je voulais commencer l'année en allant chercher une ceinture. Peu importe l'organisation, que c'était CFFC, j'ai eu un offre pour me battre pour CFFC, pour la ceinture, offre que j'ai acceptée. Finalement, la personne de l'autre équipe a reculé. Par la suite, j'ai eu une opportunité pour me battre pour PFL, offre que j'ai refusée parce que je sais que si j'accepte pour PFL, je me ferme une porte directement pour l'UFC. Okay. Moi, mon objectif, c'est de retourner à l'UFC. C'est ma maison, c'est ma place. Je m'ennuie du PI, je m'ennuie d'aller à Las Vegas, je m'ennuie de tout ce qui vient avec l'UFC. Donc, par la suite, j'ai parlé avec mon agent, Jérémy Rubin. Puis, j'ai cherché une ceinture. Puis, écoute, j'ai écrit à toutes les organisations possibles. Et là, j'ai su que Unified MMA, la ceinture était mise en jeu, justement. Mon ancien adversaire que j'ai mis KO au deuxième round, Pattershuk, depuis ce temps-là, a gagné ses 2 derniers combats, va se battre pour la ceinture contre un autre Canadien. Je pourrais pas vous dire son nom, là, c'est un bon lutteur qui est invaincu, qui est 5-0. J'ai dans la tête Lee. Je sais que c'est un bon lutteur. Donc là, par la suite, le nom de Jordan Mein est venu sous la table. Donc là, j'y ai pensé un petit peu parce que, tu sais, ça reste que Jordan Mein, c'est un combattant qui est très expérimenté, c'est un vétéran. Puis à la base, moi, ce que je voulais, c'est surtout me battre pour une ceinture. Par contre, j'ai réalisé que ceinture ou pas, ce nom-là, c'est un nom qui m'intéressait. C'est un combattant que je sais que je peux battre. C'est un gars qui s'est battu dans les plus grandes organisations du monde. Puis c'est vraiment un ticket d'entrée pour l'UFC après avoir gagné ce combat-là. Donc, j'ai pas hésité. La date me convenait aussi. 28 février, j'ai déjà un bon camp d'entraînement. Je pourrais me battre demain matin, honnêtement. Donc là, il suffit juste de peaufiner les armes, d'être le plus préparé possible pour mon plan de match, de m'assurer que si le plan de match fonctionne pas, j'ai des portes de sortie rapides pour faire des transitions. Je vois pas de quelle façon ce gars-là pourrait me battre. Je me suis tellement amélioré mentalement, physiquement, avec ma famille, jumelé travail, entrepreneuriat, tout ça ensemble. J'ai une belle formule en ce moment, je me sens très bien, donc je pourrais pas être à une meilleure place, là. Le nom que tu cherchais, c'est Hunter Lee qui va affronter Kevin Pattershuk. Exact. Donc le même soir que toi, la Unified 67 du côté de Calgary. Pour la ceinture, comme tu dis, des poids moyens. T'aurais pu affronter Pattershuk qui a la ceinture? Non. Okay. Non, dans le fond, cette ceinture-là, elle est vacante. Donc, je sais que Hunter Lee, c'est un jeune prospect de cette région-là qui a fait ses débuts avec Unified MMA. Donc, ils l'ont bâti. Donc, c'est normal qu'il lui offre cette chance-là de vouloir combattre pour la ceinture. C'est un peu comme si on avait un Québécois ici qui avait gagné ses 5 combats consécutifs pour Samouraï MMA. On voudrait que ça soit lui qui combatte pour la ceinture. Donc, je respecte ça. Oui, c'est sûr que j'aurais voulu la ceinture. Oui, c'est sûr que si l'UFC ne m'offre pas la chance de rentrer dans la grande ligue par la suite, peu importe c'est qui, je vais vouloir aller chercher une ceinture. Je suis prêt à affronter n'importe qui. En ce moment, je pense beaucoup à ma famille, je pense à ma fille. Puis peu importe c'est quoi le nom en avant de moi, je vais passer au travers. Même si malheureusement c'est des amis, même si c'est des connaissances, j'ai mis mes cartes sur table. J'ai 33 ans, je suis rendu là dans ma vie. Donc, mais écoute, Jordan Mein, c'était le client rêvé pour moi, un gars d'expérience, un gars que je peux regarder énormément de ses combats, un gars qui s'est battu seulement 3 fois dans les 4 dernières années. Là-dedans, a eu des combats difficiles, a eu des grosses blessures. Donc, je sens vraiment que c'est une opportunité en or pour moi d'aller chercher une performance spectaculaire, mais contre un nom aussi qui a une belle notoriété. Bon, on te souhaite que tout aille bien. On te souhaite que l'UFC vienne cogner à ta porte. C'est sûr, quand tu vas aller chercher cette grosse victoire-là, il faut que je te demande aussi par rapport à tu dis que tu es en pleine forme, là, mais avant les fights, tu t'es fait opérer au genou. Là. Ça fait pas si longtemps que ça, la remise en forme, donc tout va bien? Ah, écoute, honnêtement, là, faut que je prenne le temps de remercier Sébastien Auclair de chez Accès Physiosport à Sainte-Julie. Sébastien qui m'a pris sous son aile. Écoute,
je suis à 100%. J'ai jamais été aussi solide. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Ça m'a pris 2 semaines avant de pouvoir recommencer à bouger un petit peu. Par la suite, les entraînements, on est allé de manière graduelle. Il y a des choses que je ne faisais plus dans le temps, que maintenant je suis capable de refaire, que je ne croyais pas possible de faire. Donc, vraiment, le docteur Simard qui a opéré mon genou, qui me l'a dit, il m'a dit, écoute, Yoann, ton genou était terminé. Donc, vraiment, tu vas te sentir renaître. Puis c'est vraiment ça qui arrive en ce moment. J'étais même plus en mesure de pouvoir mettre mon genou au sol et de faire une rotation. C'était indescriptible le mal que ça avait. Maintenant, je le fais facilement. Donc, je suis très reconnaissant de ça. Puis je pense que c'est ce qui me rend aussi motivé. C'est de sentir que je suis plus performant que jamais aussi. Là. OK. On aura l'occasion de continuer la conversation et parce que tu vas bien sûr, on va faire le podcast pratiquement toutes les semaines là, d'ici ton combat. Puis j'ai le goût de te lancer un défi. Dis-moi si tu embarques ou pas. Ouais. Tu sais, notre petite conversation de début d'émission là, avant qu'on commence officiellement. Là, j'aimerais ça que ça devienne jusqu'au 28 février une espèce de carnet de voyage de Yoann Lainez dans son camp d'entraînement, que tu nous dises, t'es rendu où dans ta progression. Tu sais, amener les gens à l'intérieur d'un camp d'entraînement. C'est rare qu'on a la chance de parler sur une base régulière à quelqu'un qui le fait. Donc, je sais pas si tu as le goût de partager ça avec les gens, mais juste de dire à ce stade-ci, on est rendu à tel endroit, puis comment je me suis senti aujourd'hui, puis qu'est-ce que je fais, puis dans ma coupe de poids et tout ça. Vas-y. C'est très drôle qu'est-ce que tu me dis, parce que maintenant, je fais affaire avec depuis maintenant 1 an, il y a Eric O'Keefe, qui est un vétéran en tant que coach, qui a travaillé avec Georges Saint-Pierre, qui a travaillé avec les plus grands coachs, les plus grands combattants, pardon. Puis là, maintenant, il fait affaire avec moi au gym. Il m'aide beaucoup avec mes jeunes. On a une grosse équipe de compétition au niveau de la boxe et du kickboxing. Et il m'a aidé, surtout mentalement, dans la dernière année, à retrouver le White Lion, le chemin du succès. Puis en ce moment, il me dit, Yoann, je t'ai jamais vu aussi solide, aussi en forme, mais pas physiquement, mentalement puis émotionnellement. Puis là, ce qu'il m'a demandé de faire, c'est d'écrire sur un papier à quel point je me sentais bien, pour que le jour où j'aille des journées un petit peu plus difficiles, que je puisse me relire, puis écoute, une journée, c'est pas grave. Regarde comment tu te sentais dans les semaines précédentes. Donc, ça va me faire plaisir d'embarquer avec toi là-dedans, Ben. C'est un rendez-vous. On salue coach Eric, là, qui, comme tu dis, qui a été longtemps au Tristar. Content de savoir que tu l'as dans ton coin également. Puis, parfait. Ouais. C'est lancé. Pour les prochaines semaines, on aura le journal de bord du White Lion en vue de son retour contre Jordan Mein. Là-dessus, Yoann, tu restes là, bien sûr. On continue l'émission parce qu'on va parler UFC. Les grosses nouvelles avant le début officiel de l'année 2026 dans l'organisation. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. L'UFC 324, début officiel, premier événement de 2026, samedi prochain, donc pas ce samedi qui s'en vient, mais le 24 janvier du côté de Las Vegas. C'est coup dur hier parce que la demi-finale et le combat que plusieurs considéraient qui aurait dû être en finale, Kayla Harrison contre Amanda Nunes, le grand retour de Lioness. C'est tombé à l'eau parce que Kayla Harrison, Yoann, s'est blessée à l'entraînement au cou et elle a été hospitalisée. En fait, elle est passée sous le bistouri hier du côté de New York, un médecin spécialisé. On n'a pas vraiment de nouvelles concernant sa remise en forme, combien de temps ça peut prendre avant de la revoir, mais c'est dommage là, parce que c'est un combat vraiment que tous les amateurs voulaient voir. Hein. Ah, c'est certainement très dommage parce que c'était le combat qu'on attendait, puis c'était, je pense, si c'est pas le plus grand combat de l'histoire depuis peut-être Holly Holmes puis Ronda Rousey. Si je me souviens, on avait vraiment un choc de style. On avait Ronda Rousey qui était une machine de judo qui amenait les combats au sol, qui terminait au sol, puis on avait de l'autre côté Holly Holmes qui était vraiment une fille qui était très bonne debout sur ses pieds, son kickboxing, donc un petit clash de style, puis ça me faisait beaucoup penser à ça, ce qui s'en venait. Harrison, qui est une lutteuse redoutable. Amanda Nunes, qui a des mains extrêmement solides. Donc, oui, ça commençait l'année d'un très bon pied, surtout pour un combat féminin. C'est sûr que c'est extrêmement triste. La meilleure chose, on peut juste souhaiter un bon rétablissement à Kayla Harrison, qui est tellement un exemple féminin, qui est tellement une inspiration, autant côté au niveau athlète, mais surtout au niveau humain aussi. Donc, c'est sûr qu'on le sait, c'était une grande lutteuse, hein, donc c'est sûr que elle travaille beaucoup avec sa tête. Une mauvaise chute, ça pardonne pas. Donc, je souhaite juste que ça soit vraiment
une petite blessure puis qu'elle puisse retourner sur les tapis rapidement. Elle a, sur ses médias sociaux, elle a publié une vidéo où elle dit, elle fait une petite mise à jour, elle expliquait qu'elle s'est fait opérer, tout ça, mais elle était très, très, très émotive. Elle s'excuse. La première réaction, elle, c'est de s'excuser aux fans, de s'excuser à Amanda Nunes, de s'excuser à l'UFC, tout ça, mais tu sais, c'est hors de son contrôle, mais elle dit ça, c'est vraiment le combat que je voulais, là. Puis c'est ça qui me faisait... qui faisait que je me levais chaque matin, puis ça me motivait, tout ça. Donc, ça faisait vraiment de la peine de voir à quel point elle était bouleversée. Mais elle promet de revenir. Je pense pas qu'on va rebooker Amanda Nunes contre une autre personne, en tout cas pas à si court terme. Si l'absence d'Harrison devait se prolonger pour plusieurs mois, le seul combat que je verrais, le seul adversaire que je verrais Amanda Nunes revenir à l'UFC pour, si ce n'est pas Kayla Harrison, c'est Valentina Shevchenko. Personne d'autre, je pense, ne motiverait Amanda Nunes à un retour. Je sais pas ce que tu en penses. C'est sûr que Shevchenko-Nunes, pour la trilogie, ce serait incroyable, mais... Shevchenko-Nunes pour la trilogie, oui, ça serait incroyable. Je m'inquiéterais beaucoup de voir... de revoir un troisième combat comme ça. J'ai l'impression que... On a perdu Johan, malheureusement. On va essayer de se reconnecter avec lui. Parce que, bon, mon monsieur est important. Le monsieur a reçu un appel, donc c'est ce qui a fait couper la communication. Je suis sûr qu'il va régler le problème, qu'il va nous rejoindre. Mais bref, Kayla Harrison, c'est terminé. Et le retour d'Amanda Nunes devra attendre un petit peu plus. Song Yadong contre Sean O'Malley a été promu en demi-finale de l'UFC 324. C'est toujours Justin Gaethje contre Paddy Pimblett pour le championnat intérimaire des 155 livres, qui est la finale de l'UFC 324. Dana White est allé sur les réseaux sociaux hier pour dire que Israel Adesanya contre Joe Pyfer, ça va être la finale de l'UFC Seattle le 28 mars pendant qu'on retrouve le White Lion. Tu leur as dit là, que tu étais occupé, là, j'espère? Ils m'ont lâché. Finis ton idée sur... tu parlais de Valentina Shevchenko contre potentiellement Amanda Nunes. Dangereux pour... Dangereux pour Valentina, je crois, parce que on le sait que Nunes n'a pas été si active dans les derniers temps, mais selon moi, elle a les mains tellement lourdes et elle est en mesure de défendre les amener au sol quand même radicalement. C'est assez facile. Au niveau de la différence de poids aussi, c'est en faveur d'Amanda Nunes. Elle a déjà gagné les combats précédents. OK, tout est à gagner du côté de Valentina. Par contre, c'est pas le combat que je voudrais voir en 2026. OK, intéressant. On aura peut-être la chance d'en reparler d'ici la fin de l'émission parce qu'on va vous présenter les combats qu'on veut voir en 2026. Mon petit doigt me dit qu'Yohan peut-être impliqué Valentina ou Amanda. Bref, à suivre. Adesanya contre Joe Pyfer, rapidement. Pyfer est 15e à 185 livres. Adesanya, malgré sa séquence de défaites, est toujours 6e. Tout à gagner pour Pyfer est très dangereux pour Adesanya, right? Très dangereux pour Adesanya. On le sait, Pyfer qui ne recule pas, qui va avancer, qui va être prêt à manger les coups. Adesanya, sur une série de défaites, semble avoir vraiment peut-être quelques difficultés au niveau surtout de son mental. On le sait, il est pas sur une bonne séquence. Donc, pour moi, c'est un combat qui est très risqué pour Adesanya. Quoique, une victoire le relance complètement 100%. Dans la course parce que Pyfer, c'est vraiment un gros nom en ce moment. Il élimine tout le monde sur son passage. Donc, mais un combat très relevé, très excitant. Intéressant. Finale de l'UFC Seattle le 28 mars. Pyfer, 9 KO, 4 soumissions en 15 victoires, un gros cogneur, puis un combattant assez complet aussi. Gros bonhomme. Je te fais une liste des combats qui ont été annoncés durant le temps des fêtes, pendant qu'on était en congé, puis tu me dis un commentaire rapide sur chaque, si tu as de l'intérêt ou si ça t'intrigue ou pas. Brian Ortega contre Renato Moicano à 155 livres. Donc, Ortega monte de catégorie à l'UFC 326. Niveau d'intérêt? 8 sur 10. Très intéressant, oui. 1-4 à ses 5 derniers combats, Brian Ortega. On verra si monter à 155 va leur placer. Et Moicano, 3 défaites de suite aussi. Bref. Rob Font, un gars que tu as bien connu au Tristar contre Raul Rosas, la jeune sensation. Ça aussi à l'UFC 326. Je trouve ça très excitant de voir un vieux loup contre un jeune lion. C'est toujours un vétéran contre un jeune prospect. Je dirais encore un 8.5 sur 10. Parlant de jeunes loups contre un vétéran, Marlon Vera va tenter de se replacer contre David Martinez, la jeune sensation mexicaine qui a battu Rob Font d'ailleurs à sa dernière sortie. Qu'est-ce que t'en penses? Très relevé comme combat. On a vu là Vera avec sa défaite à Montréal qui semble avoir eu vraiment un goût amer. Tu sais, Vera se réinvente pas. C'est toujours le même combattant qu'on a.
Quand tu as un jeune combattant qui est très dynamique, très rapide, un peu imprévisible comme ça va être un combat difficile pour Vera, malheureusement, je crois. Tu ne pourras pas le regarder parce que c'est le 28 février à l'UFC Mexico. Donc, toi, tu vas être dans la cage du côté de Calgary. Lupi Godinez, Canadienne d'adoption, classée 6e quand même à 115 livres contre Tatiana Suarez, ancienne aspirante au titre, toujours classée 2e. Gros combat pour la Mexicano-Canadienne, le Godinez. Hein? Ouais, très, très gros combat. On sait Suarez qui une lutte très dominante. Donc, Lupi aussi. Belle. Oui, exactement. Oui, je pense que peut-être au niveau du gabarit, j'irais plus au niveau de Suarez. Mm-hmm. On verra. Peut-être au niveau de la force aussi. Par contre, au niveau du combat féminin, c'est très relevé parce que justement, ça peut mélanger les quatre rapidement, classé 6e, classé 2e. Donc, ça peut venir mettre un petit peu de magie là-dedans. C'était à l'UFC 327 le 11 avril. Et Alexa Grasso, ancienne championne, 3e à 125 livres contre Macy Barber, qui a retrouvé le chemin de la victoire après... qui a continué sa séquence de victoire, mais après presque 2 ans d'absence, là, d'énormes problèmes de santé. Ça va être une revanche. Barber va essayer de prendre sa revanche sur Grasso à Seattle le 28 mars. Ça aussi, le gros duel chez les poids mouches. Hein? Gros duel, 2 boxeurs, 2 filles qui échangent beaucoup avec leurs mains. On va les voir un petit peu travailler avec leur jiu-jitsu, mais vraiment, c'est 2 filles qui aiment ça être sur leurs pieds, qui vont boxer beaucoup. Peut-être un avantage à Grasso, mais un combat très intéressant à voir, oui. Voilà pour les combats qui ont été annoncés à l'UFC. Parlons 1 minute de Samouraï MMA parce qu'il y a eu des grosses annonces. Il y a eu tellement de rumeurs aussi avant les fights et durant le temps des fights. Qu'est-ce qui est arrivé avec Samouraï, notamment avec l'UFC Fight Pass. Daniel Lafont est allé sur les réseaux sociaux et a dit c'est pas vrai, on va être encore sur Fight Pass, on a signé une entente à long terme, mais encore plus, l'UFC et Fight Pass nous demandent d'organiser maintenant des galas en Ontario. Donc, Samouraï va avoir une expansion du côté de l'Ontario cette année, tout porte à croire. On a annoncé le chapitre 18 le 27 mars, lieu à être confirmé un petit peu plus tard, mais c'est Mehdi Zaidvan contre TJ Laramie en finale. Ça va être un gros... Parlant de gros lutteurs, là, deux excellents lutteurs qui vont s'affronter, l'Ontarien contre le Québécois d'adoption. Hein? Écoute, c'est un des plus gros combats que le Canada va avoir eu. Zaidvan, qui est un lutteur de renommée olympique, qui est vraiment là, qui améliore son combat debout de jour en jour. On l'a vu, pas peur d'échanger debout, même si sa force puis ses bases, ses racines, c'est la lutte. Par contre, de l'autre côté, on a TJ Laramie qui est tellement expérimenté, qui est rendu un vétéran du MMA, un emblème au niveau du MMA canadien. A battu 2 fois notre ami Charles R. Jourdain. Par contre, Charles a su exploser par la suite dans sa carrière. C'est un combat qui est très relevé. On peut dire ce qu'on veut sur Samouraï MMA. Daniel Lafont qui tient le fort encore une fois, qui est là, même si on a eu des questionnements, même si on a eu une bonne période d'absence, qui revient. Nous allons sur un gros combat. J'aurais aimé pouvoir faire partie de cette carte-là. La vie étant ce qu'elle est, je vais aller gagner mon combat le 28 février à Unified MMA. Si jamais l'UFC me rouvre pas ses portes, j'espère peut-être avoir une petite place sur cette carte-là. Ah ouais, ça va être un mois plus tard, qui sait. On a annoncé également du côté de Samouraï, ça je trouve ça intéressant aussi, un tournoi chez les 135 livres. Donc on va sélectionner 8 combattants de la relève. On va les faire s'affronter pour un tournoi dans les galas Samouraï avec à l'enjeu 10 000 $ et un voyage d'1 semaine en Floride pour l'entraînement et pour la famille. Donc, c'est intéressant pour aller recruter aussi des jeunes combattants dans une catégorie peut-être 135 livres où il y a moins de combattants à Samouraï. Comme ça, donc c'est important. Puis, il l'a répété dans son message, on veut devenir la plus grosse... On l'est peut-être déjà, mais continuer de cimenter notre place comme étant la plus grosse organisation au Canada et produire les meilleurs combattants pour les ligues majeures, notamment l'UFC, comme ça a été le cas avec notamment Louis Jourdain, qui a réussi à faire le saut de Samouraï à l'UFC. Parlant de l'UFC, on met la table pour 2026. On joue avec quelques petits jeux ensemble, mon cher Johan. Avant de parler d'ailleurs, et rester là parce que notre invité spécial est déjà en ligne, on va essayer de pas trop la faire patienter longtemps. Mais tout d'abord, qui restera champion en 2026? Je te nomme les champions des catégories actuelles, Johan, et tu me dis si oui ou non, ils vont rester champions et sinon, qui pourrait les détrôner? On commence à 125 livres chez les hommes. Joshua Van, sera-t-il champion à la fin de 2026? Non? Non. Je pense pas. Je pense qu'il y a une ascension tellement rapide.
Là, il est devenu champion. Yeah. Il a été champion de manière, je pense, assez chanceuse. Va devoir tenir le fort, on le sait. Devenir champion, c'est quelque chose. Rester champion, c'est complètement différent. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y a la maturité, l'expérience. Le talent est là, mais ça prend beaucoup plus que ça. Pantoja va revenir? Pantoja, je souhaite qu'il revienne. Il y a Taira qui est dans la liste aussi. Il y a beaucoup de bons noms. Il y a beaucoup de bons noms. Oui, Manel Cap qui est sur une belle lancée. Là. OK, 135 livres. Pietorian qui a détrôné à la surprise de plusieurs Merab. Ouais. Champion Pietorian encore? qui devrait être en mesure de garder sa ceinture. Je pense que s'il est en mesure d'avoir une bonne forme physique, une bonne santé globale, va être en mesure d'avoir un bon règne. Là. Alex Volkanovski, chez les Plumes. Ça va être difficile parce que le vieux Volk, il est encore là, mais écoute, Lopez encore, là, ça va être difficile pour Volk. Je lui souhaite de tout cœur, mais il a tellement eu une belle carrière que je pense que c'est sur la fin. Là. Celle-là, à 155 livres, c'est particulier parce que le champion est en absence. Là. Ilia Topuria, on sait. Est-ce que Topuria va revenir en 2026? Je le souhaite parce que si on perd Ilia Topuria, on perd une très grande star à l'UFC en ce moment. Ouais, 100%. Peut-être un des meilleurs livres pour livre. Donc, bon, qui sera champion et contesté là, en 2026? Topuria, Gaethje, Pimblett, un autre? Ouais. Écoute, je vais être honnête avec toi. Max Holloway. Wow, j'aimerais tellement ça. Non, mais écoute, le scénario rêvé, c'est que Dustin Poirier sorte de sa retraite, revienne à 155 livres et devienne champion parce qu'il l'a jamais été. Par contre, ma logistique me dit, je sais pas pourquoi, mais Paddy Pimblett, avec ce qu'il a fait à Michael Chandler, s'il réussit à battre Justin Gaethje, il va devenir champion en 2026. Islam Makhachev à 170. Oui, hein? Oui, monsieur. Hamzat Chimaev à 185. Oui, monsieur. On le garde lui aussi. À moins qu'il monte de catégorie. La seule affaire qui pourrait arriver, c'est qu'il monte de catégorie pour affronter Alex Pereira. Est-ce que Pereira va être encore champion à 205? C'est ce qu'on va voir. Alex Pereira a été très dominant. C'est quand même une grosse catégorie, les 205 en ce moment. Il y a beaucoup de mouvements, j'ai hâte de voir. Mettons qu'un Chimaev monte, ça va être tout un choc de style. Parce que si ça se retrouve au sol, est-ce que Pereira debout? Oui, mais au sol, on l'a jamais vraiment vu. En fait, la seule fois qu'on l'a vu au sol, c'était vraiment pas facile. En tout cas, c'est intriguant, ça arrive. Thomas Pennell chez les lourds, toujours champion. Thomas Pennell, moi, je veux le revoir contre Gane. Je veux le revoir contre Gane parce que le début de combat, Gane faisait très bien, restait à distance. Gane a un très bon jeu de pied. Aspinall dira bien ce qu'il veut. OK, oui, il y a eu des doigts dans les yeux. On a vu beaucoup de doigts dans les yeux dans la carrière de l'UFC. Les gars, il y en a qui ont continué, il y en a qui ont arrêté. J'ai hâte de voir. Chez les dames, Mackenzie Dern à 115 livres, va-t-elle demeurer championne? Ça va être difficile. C'est beaucoup de haut et de bas pour Mackenzie Dern. Des fois, ça va bien. Une soirée, ça va moins bien. Donc, je pense qu'elle va se faire détrôner en 2026. Ouais, Zhang Weili devrait revenir. Donc, déjà là, ça va être difficile. Ouais. Valentina, à 37 ans, la bonne vieille Valentina. On peut jamais la négliger, on peut jamais la sous-estimer. Et elle est toujours présente, elle remonte les défis année après année. 37 ans, elle a l'air d'en avoir 27. Donc, elle est capable de faire une autre année, notre Valentina. Et on en a parlé un peu plus tôt, mais Kayla Harrison, bon, elle est blessée. Sera-t-elle encore la championne des poids coqs féminins à la fin de 2026, selon toi? Si la santé revient, elle va être championne longtemps, Kayla Harrison. Même contre Nunes? T'aurais pris, si ça avait lieu en fin de semaine ou le week-end prochain, t'aurais pris Harrison pour gagner? Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. OK, élément à suivre à l'UFC en 2026. UFC Maison-Blanche, ça va avoir lieu ou pas, ça? Je pense que oui. J'ai l'impression qu'on n'arrête pas d'en parler. Puis j'ai l'impression que Dana White, s'il y a bien quelqu'un qui est capable de faire ça, écoute, le gars a loué un île pendant le COVID pour être en mesure de garder son sport actif. Je vois pas lui qui est toujours avec Donald Trump, première rangée dans l'UFC, dans les événements. Donc, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. La seule raison pourquoi ça fonctionnerait pas, c'est pas un manque de volonté de la part de Trump ou de Dana White. Ça va être les services secrets qui vont s'en mêler et qui vont dire
C'est impossible d'assurer la sécurité de tout ce monde-là. Parce que là, on parle du président des États-Unis, probablement du vice-président, de tout son cabinet qui va être présent, des leaders du monde entier qui vont arriver aussi pour regarder ça. Ça va être... C'est cet aspect-là, moi, qui me fait dire que ça a comme pas de sens à suivre. Donc. Raison. Mais ça attire des gros noms. Est-ce que Conor va revenir en 2026, Johan? Je veux voir Conor McGregor contre Michael Chandler. OK. Deux gars qui sont pas mal sur la fin, deux gars qui ont eu des grosses blessures, deux gars qui ont... Tu sais, Chandler a eu un gros dernier combat. McGregor, on ne sait pas sur quoi qui est en ce moment, mais tu sais, je veux dire, les deux, ça va moins bien. On parle de Jones, on parle d'un retour de Ronda Rousey. Chose sûre, c'est que si on fait un événement à la Maison-Blanche, je veux voir tous ces noms-là sur la carte. Okay. Ça prend quelque chose de grand, ça prend quelque chose de gros. Puis ça peut être une opportunité incroyable pour eux autres de peut-être terminer leur carrière d'une manière légendaire. Là. On en parle déjà depuis plusieurs mois. J'ai l'impression qu'on va en reparler pas mal jusqu'au 14 juin. C'est la date prévue pour cet événement. On termine cette mise en bouche pour 2026 avec nos combats de rêve qu'on aimerait vraiment voir en 2026. Johan, je t'ai demandé d'en sortir un. Ben vas-y. Si je te dis match-up de rêve à l'UFC 2026, qu'est-ce qui te vient en tête? OK, j'en ai deux rapidement. Vas-y. Premièrement, je voudrais absolument voir Islam Makhachev contre Ilia Topuria. On en a tellement parlé. Écoute, selon moi, c'est les deux plus grands champions. On sait que Topuria coupe énormément de poids, pourrait clairement monter de catégorie. Islam Makhachev, OK, très dominant aussi, mais on a vu le jiu-jitsu brésilien de Topuria qui est vraiment pas à négliger. Donc, selon moi, c'est les deux plus grandes stars, les deux plus grandes têtes qu'on a en ce moment à l'UFC. Et si j'y vais côté féminin, on a Dakota Ditcheva qui est avec Ditcheva qui est avec PFL en ce moment, 15-0, invaincu, très spectaculaire. On dirait une Valentina Shevchenko dans ses jeunes années. Donc, j'aimerais vraiment voir le clash des deux ensemble, l'expérience de Valentina contre la jeunesse fougueuse de Dakota. Est-ce qu'elle va rester avec PFL? Est-ce qu'elle va signer avec l'UFC? Mais c'est vraiment un combat que j'aimerais voir. Intéressant, c'est vrai. J'avais pas pensé d'aller voir du côté de la PFL, mais tu as raison. C'est la plus grosse vedette présentement de la PFL. Moi, j'en ai sorti deux. J'avais aussi, bien sûr, Makhachev contre Topuria. Ça, je pense que c'est sur la bucket list de pas mal de monde. Et j'avais écrit sur notre dossier, dans nos notes, j'avais écrit Charles Jourdain contre Sean O'Malley. Mais je me ravise parce que je préférerais encore plus Charles Jourdain contre Corey Sandhagen. Ça, ce serait fou. Deux gars au style similaire, des coups de genoux à la volée, des attaques renversées, tout ça. Charles n'est pas rendu là. Charles s'approche du top 15, mais s'il pouvait avoir deux grosses victoires en début d'année, là, dans les 6 premiers mois de l'année, si on pouvait le mettre sur des cartes et pouvait aller chercher des victoires qui ressemblent à celles qu'il a eu, à ces deux dernières qu'il a eues, en fait, là, depuis qu'il est passé à 135 livres, rapidement deviendrait un top 15, top 10. Puis là, un gars comme Sandhagen, qui est 4e, ça pourrait devenir possible. Je rêve, j'aimerais ça. Ah, c'est un combat qui serait... Ouais, je suis complètement d'accord. Puis, s'il y a bien quelqu'un qui est en mesure de prendre un combat comme ça, puis de faire une victoire ou une performance spectaculaire, c'est Charles Jourdain. Charles Jourdain qui a rarement dit non à des combats, qui est prêt à affronter l'élite mondiale n'importe quand. Donc, moi, je lui souhaite grandement en 2026. Il le mérite énormément. Hâte de voir qui Louis va affronter à son premier combat à l'UFC et hâte de voir quand Eman Zahabi va pouvoir remonter dans la cage aussi, qui est sur toute une séquence et qui s'approche d'un combat de championnat à 135 livres aussi. Donc, 2026 va être intéressant pour les Québécois. OK, Johan, je vous l'ai promis, on y est. On retrouve une fille qui s'est battue il y a moins d'un mois maintenant du côté de Miami pour un championnat unifié à la boxe chez les 130 livres. Et j'ai nommé nul autre que Leila Baudouin, qui a affronté Alicia Baumgartner. Leila, bien sûr, ma petite sœur, comment ça va, ma chère? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. T'as mis même ton beau Audi offert par MVP Promotion avec Netflix. Oui, c'est l'autre côté. Mon souvenir. Exactement. Leila, Johan va être dans la discussion avec nous, bien sûr, mais parce qu'on en a parlé au podcast, j'ai parlé à quel point j'étais fier de te voir affronter Alicia Baumgartner en combat de championnat. J'ai raconté à tout le monde à quel point tu avais travaillé fort, tout ça. Bon, évidemment, le combat n'est pas allé de ton côté, mais et je sais que tu étais très déçu après ce combat-là, cette défaite-là contre Alicia Baumgartner, mais un mois plus tard, là, qu'est-ce que tu retiens de toute l'expérience de ce combat de championnat unifié, de cette immense expérience là, dans un show énorme, Jake Paul contre Anthony Joshua? Là?
Ben, honnêtement, tu dis, je sais que t'étais déçu après le combat, puis pour vrai, ou après le combat, j'avais juste mal à la face. Ouais, ça aussi. Honnêtement. Euh, Parce que 12 rounds de 3 minutes, c'est long de se faire frapper, puis frapper l'autre. J'avais mal aux mains aussi. Fait que, tu sais, j'étais pas déçue sur le coup. J'étais juste, tu sais, je pense que t'étais pas là, toi, mes papas, puis JS, mon chum, sont venus en arrière Ouais, ouais, dans ouais. mon locker. On a fait venir, puis j'ai pris papa dans mes bras, puis j'ai pleuré pendant un petit bout, mais c'est de la fierté que je ressentais OK. parce que crime. Juste quand la première fois j'ai boxé au centre Vidéotron, là, puis que avant le combat, j'ai pensé à papa qui était dans les gradins, puis je me disais, aïe, aïe, tu sais, je suis venue ici regarder des combats avec mon père sans jamais penser que j'allais boxer un jour, encore moins être sur la même carte qu'Arthur Beterbiev quand j'ai boxé sur la même carte qu'Arthur. Fait que là, de vivre ça à Miami, sur une grosse carte comme ça, c'était juste vraiment un beau moment touchant. Puis tu sais, c'est sûr que c'est décevant de perdre, mais dans les circonstances, j'étais vraiment fière de ce que j'ai fait parce que c'était la première fois que j'allais sur une aussi grosse scène, puis je pense que Mhm. j'ai pas à rougir de ma performance. Je sais que, tu sais, justement, j'en parlais avec mon coach Sam dans les derniers jours, aujourd'hui même. Puis tu sais, c'est sûr que je me réveille des fois la nuit, puis je pense à des moments du combat, Ah puis je ouais. pense à des choses que j'aurais aimé pas faire différemment parce que dans la condition que j'étais, j'aurais pas pu faire mieux, je pense. Mais je sais que j'étais pas à mon top de ma forme à ce moment-là. Mon endurance était là, mais mon explosion, ma vitesse, à partir du moment que le combat était repoussé, j'ai jamais retrouvé ça. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il faut pas ressasser le pas, tu sais, puis se dire ah j'aurais pu si ça, on peut pas changer. Je suis quand même fière d'avoir poussé jusqu'à la fin parce que ça a été tough mentalement ce combat-là. Puis je suis fière d'avoir représenté le Québec, d'avoir représenté le Ouais. Témiscouata. Puis je suis juste, c'est ça, je suis très contente. C'est sûr qu'il y a une partie de moi qui se dit, ah, ça aurait été le fun de pouvoir faire à la hauteur de ce que je sais faire, mais dans les circonstances, je suis fière quand même. Johan? Ben, moi, je suis vraiment impressionné. Puis je suis fan maintenant à fond la caisse de Leila Bourgoin. Yeah! OK? Yeah! Puis nous, on t'a regardé à mon gym avec Academy Connexion, tous mes élèves. Puis tu sais, si je peux faire une certaine référence, on a eu des combattants ici, québécois, qui sont allés se battre à l'extérieur comme t'as fait, des Lucian Bouté, qui se sont fait déclasser contre Carl Froch. Le mieux, quand il a affronté Golovkin, s'est fait déclasser. Jean-Pascal, quand il a affronté Kovalev, s'est fait déclasser. Puis c'est tous des très gros boxeurs. Puis toi, t'es allé là, t'as fait tes 12 rounds. C'était la première fois que tu faisais des 3 minutes. Euh, à quel point ça a été différent pour toi de devoir t'ajuster à faire des 3 minutes? À quel point tu sentais que c'était un combat qui était différent de ce que tu avais vécu auparavant? Est-ce que tu sentais qu'il y avait une grosse différence? Ben, oui, parce que, tu sais, un combat de filles, c'est 20 minutes. 10 Ouais. fois 2. Puis un combat de gars, c'est 36 minutes. C'est quasiment comme si j'avais fait C'est 2 énorme. combats back à back. Fait que, tu sais, Wow. tout de suite dans l'émotion, là, en descendant le ring, j'étais dans les marches avec Sam, j'ai dit, je veux plus jamais faire 12 rounds de 3 minutes C'est de ça. toute ma vie. J'étais tellement exténuée, je vous jure, là. Quand la dernière cloche, elle a sonné, puis j'étais allée vers mon coin, j'étais genre, hostie fille, y a pas de banc, je peux pas m'asseoir. Parce que quand t'as la décision, tu peux pas t'asseoir, je me disais, hostie, faut que je reste debout. Fait que, tu sais, j'étais fatiguée, détruite, là, comme j'avais tout donné à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est excessivement difficile. Par contre, tu sais, c'est pas des excuses que j'amène, mais c'est vraiment un ressenti que j'avais à partir du moment que le combat était reporté à la fin octobre, début novembre. J'ai attrapé une grippe à ce moment-là. Puis là, je me disais, hey, tu sais, rien n'arrive pour rien. Si le combat il avait été 2 semaines après, comme prévu, 1 semaine et demie, j'aurais été vraiment mal en point. Puis finalement, j'ai jamais vraiment récupéré à 100% toutes mes sparring que j'ai fait après ça, mes entraînements, ça a été tough de revenir. Puis j'ai jamais retrouvé là, la vitesse, l'explosion que j'avais avant ça. Puis pour vrai, avant ça, les 3 minutes, je m'en foutais. Ça passait comme dans du beurre, puis ça allait vraiment bien. Mais après que j'ai été malade, puis qu'on a continué l'entraînement, à chaque training, il n'y a pas un round que je regardais pas le timer parce que je me disais, voyons, il me semble que ça fait longtemps que je suis en train de boxer. Ah. Puis à toutes les fois, j'avais genre 2 minutes et demie de fête, puis il me restait encore 30 secondes ou 2 minutes et quart, puis j'étais comme, voyons, je trouvais les rounds vraiment longs.
Fait que c'est ça. Mais tu sais, je peux rien changer, puis j'aurais jamais annulé le combat à cause que je me sentais pas. Tu sais, je suis sûre que c'est arrivé à plein d'athlètes de pas se sentir à leur top forme à un combat. Honnêtement, c'était la première fois que ça m'arrivait. C'est plate que ça l'arrive dans un combat de cette envergure-là, mais en même temps, j'ai tellement eu une belle semaine de Fight Week. Puis c'est sûr que c'est ça. 12 rounds de 3 minutes, on a écrit l'histoire, on a montré qu'on était capable. Il y en a beaucoup qui disaient que j'allais me faire knocker. Puis ou même durant le combat, les commentateurs ont dit que je me rendrais pas jusqu'à la fin. C'est ça. Est-ce que moi, Vas-y, Ben. Non, vas-y, Yoann, vas-y. Ben, moi, en tout cas, en tant qu'athlète, je suis pas boxeur, je suis un combattant de l'art martiaux mixtes, j'ai fait plusieurs rondes de boxe, puis je sais que c'est complètement différent. Vous pouvez pas vous reposer en boxe. T'as toujours quelqu'un en avant de toi, t'es toujours dans l'action, puis j'ai pas senti que t'avais l'air fatigué. Fait que j'ai vraiment senti que t'avais du gaz, même que tu terminais fort. Elle a connu tes meilleurs rounds, genre 10 et 11, là, ça a été tes meilleurs rounds. Ben c'est ça que Sam m'a dit ce matin. Il m'a dit, écoute, tu sais, t'étais en forme parce que les 3 derniers rounds, c'était meilleur, tu sais. C'est ça. Puis j'étais comme, oui, je néglige pas ça. J'étais en forme phénoménale. Mon équipe a fait un travail comme parfait pour me rendre en forme comme ça, mais c'était la vitesse et l'explosivité que j'avais pas comme moi je sais faire habituellement. Fait que c'est sûr que, mettons, ma vitesse faisait en sorte que j'avais l'impression que je me faisais plus timer facilement. J'étais plus prévisible. Je tombais dans mes coups, mais j'avais de la misère à faire suivre mes jambes. Fait qu'au lieu de avancer avec mes coups, je tombais un peu dans mes coups, donc je devenais plus une cible facile. Fait que c'est toutes des petites choses, des détails qui me gossent, mais c'est pas grave, ça fait partie de la game. Est-ce que tu as changé ton opinion depuis? Tu as dit ta première réaction, c'était 12 rounds de 3 minutes, je fais plus jamais ça. Si on te le reproposait aujourd'hui, est-ce que tu dirais oui? Ou? Ça dépend de la paye. Ouais, OK. Bonne réponse. Ben, tu sais, je veux dire, rendu là, je me dis 12 rounds de 3 minutes, les filles qui veulent faire ça, c'est toutes des filles qui sont au top en ce moment. Fait que je pense à Amanda Serrano qui veut faire ça. Je pense à Chantel Cameron qui veut aussi aller faire des 3 minutes. Si ces filles-là m'offrent un combat, je serais folle de dire non. On verra rendu là. Mais tu sais, là, on a des plans pour un prochain combat, puis il n'est pas question de 3 minutes non, puisque ça va être au Québec. Mais tu sais, ça va dépendre de l'offre qui est sur la table. Puis s'il y a une offre qui vient, ben, je pourrais pas aller en bas de ce que j'ai fait. C'est parce que moi, ce que je me dis aussi, c'est qu'après ça, c'est que oui, t'as perdu et tout ça, mais t'es allé jusqu'au bout, t'as fait tes 36 minutes, puis oui, ça a été difficile. Mais après ça, tu l'as dans ta petite poche en arrière de dire c'est faisable, puis j'ai été bonne jusqu'à la fin, puis je l'ai. Tu sais, fait que je me dis, à quelque part, si on me le reproposait, il n'y a plus cet inconnu-là, tu le sais que tu es capable de le faire. Donc, en partant dans ta préparation psychologique, t'es déjà une coche d'avance sur ton combat précédent, non? Ouais, ben ça c'est sûr. Tu sais, je sais c'est quoi. Je sais que c'est long et que c'est ça, c'est long en tabarouette, 12 rondes de 3 minutes. Mais même les gars que je crois, tu sais, que je côtoie au gym, me disent, hey, 12 rondes de 3 minutes. Même les gars, là, tu sais, eux, quand ils font 10 rounds, puis là, quand ils ont à faire 12, ils se disent, tabarouette, c'est épouvantable. Les gars, ils haïssent ça faire. En tout cas, la plupart des gars à qui j'ai jasé. C'est juste en combat de championnat, les gars. C'est vraiment juste quand il y a des ceintures en jeu que c'est 12 rounds. Sinon, c'est 10 rounds. Exact. Ou moins. C'est comme ils disent, c'est inhumain, tu sais. Puis la plupart des gens le disent. Puis même pour le public, regarder 12 rounds de 3 minutes, c'est quand même long. 10 rounds, ça serait suffisant selon moi, mais en tout cas, ça dépend du combat, ça dépend des combattants, parce que autant qu'il y a des boxeurs qui vont être plates à regarder sur du 3 minutes, autant que il y a des gars que ça serait le fun d'amener sur du 2 minutes parce qu'il y aurait plus d'action. Ce que j'ai trouvé challengeant, c'est que à mon dernier combat, je trouvais que j'avais enfin réussi à avoir le beat du 2 minutes. Fait que j'avais un bon volume. Fait que j'étais très explosive. J'amenais justement beaucoup d'action. Puis là, on m'amenait sur du 3 minutes qu'il fallait un peu plus ralentir puis comme espacer. J'aime la boxe que ça fait. J'aime le fait que ce soit aéré, qu'on puisse plus tendre des pièges, qu'on puisse plus s'installer. C'est moins justement une guerre, puis ça laisse place à de la belle boxe technique, puis ça laisse place à des boxeuses qui sont techniques aussi de démontrer leur savoir-faire, parce que des fois, tu peux aller te battre contre une fille qui aime ça brawler, puis là, ça finit en guerre de rue, puis c'est pas clean, c'est pas beau, ça se tape non-stop pendant 2 minutes. Puis tu sais, t'as 2 minutes de travail, mais t'as 1 minute de repos, fait que t'as 50% de repos, tandis que sur 3 minutes, t'as juste 1 minute de repos, puis ça, c'est une autre affaire. Ouais, c'est vrai. Quand je me levais debout puis que la minute était finie, je me disais, tu sais, on s'est levé en avance.
c'est sûr que genre, tu sais, c'est ça, j'ai encore un peu de temps. Mais non, l'arbitre était comme, ah ouais! Parce qu'elle avait déjà comme sifflé pour que je me lève. Fait que la minute, elle passait excessivement vite, là. Comme que j'ai jamais vécu. Fait que, tu sais, en tout cas, il y avait plein d'adaptations, mais ça a bien été, somme toute, là, je pense. Johan? Ah, écoute, moi, honnêtement, j'ai été tellement impressionné par le combat. Tu sais, Merci. je, je me souviens qu'il y a peut-être un an ou deux, on parlait beaucoup de Marie-Ève Dicker qui est à la retraite. On parlait de Kim Clavet énormément. Mais là, le nom de Leila Baudouin, c'est juste celui-là qu'on va entendre dans les prochaines années, surtout au niveau de la boxe féminine. Puis je pense que vraiment, il faut que tu sois plus que fier de ça. Puis tu sais, encore une fois, je te dis, moi j'ai regardé le combat, puis moi personnellement, je me disais, elle l'a touché. Ah là, elle l'a touché. Tu sais, puis c'est souvent quand t'as un parti pris un peu, tu te dis, ah non, ça va bien. Ah non, le combat va bien. Là après, tu le regardes par la suite, t'es comme, ok, c'est un combat un petit peu plus difficile, mais j'ai vraiment senti que tu avais l'air en contrôle. Puis je pense que pour la suite des choses, c'est vraiment inspirant parce que je souhaite que tu retrouves un combat de cette envergure mondiale-là. Mais chose sûre, les prochains combats risquent d'être pas plus faciles, mais plus gérables selon moi. Fait que c'est tout à ton avantage, là. Merci, c'est gentil. Ben, je pense aussi, puis tu sais, Sam, mon coach, j'ai la chance qu'il ait beaucoup d'expérience dans ce milieu-là, avec les autres gars avec qui est allé dans des gros combats d'envergure. Ça fait en sorte que là-bas, on était très sharp, on était toujours à l'heure quand on était demandé. Puis tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est respectueuse, puis je suis authentique, puis s'ils me demandaient quelque chose, je le faisais avec le sourire, puis ça me faisait plaisir. Puis tu sais, ils me l'ont dit souvent, là, à quel point ils ont aimé travailler avec moi, même l'équipe en arrière, MVP, Netflix, ils m'ont dit à quel point que j'étais professionnelle, puis que j'étais gentille. Fait que tu sais, ça aussi, je pense, ça aide. Puis d'avoir donné un bon spectacle comme ça, je pense aussi que ça aide à peut-être les faire en sorte qu'ils veulent me revoir sur un de leurs shows. Fait que ça, c'est sûr que je l'espère. À suivre si ça vient, mais j'ai hâte de voir ce que 2026 me réserve. Ça, c'est sûr. 3 choses, Leila, avant de te laisser partir parce que le temps file. Rapidement. Beaucoup d'animosité entre toi et Baumgartner. Ça a fini comment, votre relation, là? Ben, il y avait pas... En fait, Alicia, c'est une fille qui essaye de créer du beef et tout ça. Puis, tu sais, moi, je me disais toujours l'expression « kill them with kindness dans le sens... Elle a jamais vécu ça, je pense, d'avoir une adversaire qui est polie, qui est gentille. Moi, à la limite, je lui donnais des compliments. À toutes les fois que MVP me demandait d'envoyer une vidéo pour envoyer un message à Alicia, ils les ont jamais publiés parce que je lui faisais juste dire merci Alicia de me donner cette opportunité-là, j'ai hâte à la date. Fait que je pense qu'il espérait que genre je la traite de nom, je dise que j'aille la tabasser. Mais je suis pas comme ça. Fait que tu sais, je changerai pas pour être quelqu'un d'autre non plus. Fait que, tu sais. Puis à la fin, avec tous les face-à-face que vous avez fait, vous vous êtes côtoyés, tu sais, je veux dire, vous êtes pas. Elle a pas toujours gardé cette attitude-là que, tu sais, quand les caméras étaient pas ouvertes, c'était un peu différent, c'est ça? Oui, puis même à la pesée, là, même à la conférence de presse, quand elle disait Bell to Ass, moi, pour ça, je me suis virée, puis j'étais comme, ah, ben oui, vas-y, genre, Bell to Ass, c'est à moi. Puis elle a trouvé ça drôle, tu sais, puis ça l'a déstabilisé, je l'ai vu, puis moi, j'étais crampée parce que j'ai trouvé ça drôle. Puis même à la pesée, après ça, elle m'a pas dit qu'elle allait me casser la gueule, elle m'a juste dit « T'es prête? T'es-tu prête? » Puis là, j'étais comme, elle dit « J'espère que t'es prête parce que moi, je le suis, puis on va faire 12 rounds de 3 minutes, let's go, let's do this. » Puis c'était comme on se hypait les deux, plus que d'autres choses. Il y avait pas d'animosité. Puis en arrière, c'était très respectueux. Elle avait son styliste. Puis son styliste m'a dit hey, « Je peux-tu t'aider avec quelque chose avec mon pantalon qui était comme croche? » Il me l'a replacé. Okay. Tout était super gentil. Oui, c'était super gentil. Puis c'est ça, il n'y avait jamais eu rien de mauvais en arrière. Elle a été super respectueuse. Fait que j'ai rien à dire à ce niveau-là. 15 millions de personnes qui ont regardé ton combat. Les chiffres sont sortis quelques semaines après. Ça a changé quelque chose dans ta vie que 15 millions de personnes aient regardé la performance de Leila Baudouin? Ben, je réalise comme pas parce qu'on les voit pas, là, ces 15 millions de personnes-là. Fait que c'est sûr que quand j'y pense, c'est débile. Au niveau de tes médias sociaux, ton following? Ouais, ben c'est sûr que j'ai gagné beaucoup de followers quand même, mais avec ce combat-là, j'ai gagné plus que la moitié des followers, plus que... Bon, c'est ça. J'avais 12 000 followers avant de gagner, d'avoir ce combat-là. Puis là, je suis rendue comme à 30
presque 32 000. T'as plus que doublé ou presque? Fait Ouais. Plus que doublé, c'est ça que je voulais dire, merci. Je suis jet lag du Japon. Ouais, c'est vrai, elle revient de vacances. Mais ouais, fait que c'est sûr que j'ai plus de following. Si le support aussi après le combat, là, c'est fou comment j'ai eu des messages. Puis ça aussi, je pense que ça m'a aidé à bien me sentir parce que c'est une de mes peurs. J'étais comme, oh mon Dieu, le Québec va me dire que... Tu sais, le Québec est tellement, excusez, là, je veux pas insulter personne, mais il est tellement rapide des fois à blaster les athlètes quand ça va pas bien. Puis là, je sais plus si c'est quand j'ai tombé dans le ring, mais dans le ring, j'y ai pensé à un moment donné, puis je me suis dit, ou dans le coin, assis, puis je me suis dit, aïe, le Québec va m'haïr, ils vont genre... Ouais, j'ai eu peur de ça. Je l'admets. Puis finalement, mais après ça, j'ai tellement... Non! Puis comme même Eye of the Tiger, le monde, ils m'ont dit, crime, c'est la première fois qu'on a un athlète à l'extérieur qui perd, que genre, la réaction des gens est aussi positive. Tu sais, on n'a jamais vu ça. C'est sûr qu'il y a comme 4... Mais tu sais, il y a peut-être 4-5 commentaires sur des milliers qui ont été méchants. Fait que, tu sais, c'est ça. Je suis quand même vraiment contente. Puis je pense que, justement, mon attitude d'être humble, d'être moi-même, puis d'être authentique, puis de pas d'essayer de péter plus haut que le trou, juste d'être qui je suis, ça l'a aidé. Parce que après ça, quand tu parles, puis tu dis « je vais y casser la gueule », blablabla, puis après ça, toi, tu te fais casser la gueule, ben là, t'as l'air d'une tarte. Mais là, dans tous les cas, si j'avais gagné, j'aurais surpris tout le monde. Puis là, dans le cas où je perds, ben, tu sais, je perds pas la face. Ben, je pense que c'est aussi la façon dont tu as répondu, puis tu étais là au plancher, puis tu as réussi à revenir fort, puis tout ça. Tu sais, je pense que les gens ont bien vu comme la ténacité aussi, puis je pense que c'est ça qui est ressorti. OK, en 10 secondes, Leila, tu as parlé de ton retour, tu as des plans et tout ça, mais là, Baumgartner a 3 des 4 ceintures. Caroline Vert va affronter Delphine Persoon pour la WBC dans quelques semaines. On pense que Baumgartner va peut-être laisser ses 3 ceintures parce que on veut faire un combat contre Caroline Dubois dans la catégorie supérieure à 135 livres. Bref, est-ce que dans ta boule de cristal 2026, tu vois des titres vacants à 130 livres puis c'est quelque chose que tu aimerais aller chercher? Là? Sérieusement, j'en ai aucune idée. Même si Alicia monte se battre contre Caroline, elle n'a pas besoin de laisser ses titres vacants avant au moins 1 an. OK. Fait que, tu sais, puis même, j'ai plus l'impression que ça va peut-être être un combat qu'ils vont vouloir garder pour la fin de l'année, créer un build-up par rapport à ça. Fait que, tu sais, j'en ai pas parlé avec mon coach, je lance ça de même, mais tu sais, peut-être que j'aurais des chances de monter à 135, vu que les titres sont tous dispersés, ben peut-être d'aller affronter Stephanie Han qui vient de gagner contre Holly Holm. Qui sait? On sait pas. Terry Harper, peut-être. Des gros noms, on se tient au courant. Yoann, dernier commentaire avant qu'on se laisse? Ben merci d'avoir pris le temps de t'être présenté. Puis ça a été un honneur de te parler. Puis je te souhaite le meilleur des succès pour l'année 2026. Merci beaucoup. C'était super cool. Super, merci énormément, Leila. Puis on se reparle bientôt parce que je vais peut-être m'inviter à souper chez vous samedi si t'es disponible. On s'en reparle. Ouais, tu descends. Ouais, exact. Yoann, merci énormément. Merci à Phil également. Merci à Leila. Merci à vous tous à la maison d'avoir été là avec nous pour ce premier épisode de 2026. Yoann, on se reparle la semaine prochaine. Puis on se tient au courant pour la suite, là, ton combat 28 février contre Jordan Mein. Le SOS Podcast, oui, est une présentation de Cube Radio disponible sur tvasport.ca et sur la chaîne YouTube de TVA Sport également. Je m'appelle Ben Baudouin. À la semaine prochaine, tout le monde. Ciao. SOS Podcast!